Bonjour à tous et merci beaucoup déjà professeur Berthora de me donner l'occasion d'intervenir dans cette journée pour vous parler justement, alors non pas de la rentrée des saisies, des modes de rentrée de données ou de choses comme ça, mais justement de ce qu'on fait ensuite une fois que les données sont là, comment on peut accéder à ces données et comment on peut les valoriser. Les points que je vous propose de développer dans ce topo, je vais essayer d'être quand même rapide au cas où il y a des questions derrière. C'est donc d'abord en une diapositive, je vais rappeler quand même les principaux termes pour qu'on ait tous les mêmes termes en tête. Ensuite, dire valoriser ces données, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut faire du pilotage hospitalier, donc là, c'est pas de la science, mais on peut en tout cas apporter des informations qui sont parfois bien utiles, y compris dans les discussions avec les directeurs d'hôpitaux, pour expliquer l'apport d'un certain nombre de dispositifs dans le quotidien. Et ensuite, on peut faire différents types de valorisation scientifique, des recherches sur la BNDMR seul, entre guillemets, c'est-à-dire juste les données de la BNDMR, des recherches sur la BNDMR appariées au SNDS, l'acronyme, c'est en gros, ça veut simplement dire les données de l'assurance maladie. SNDS, un système national des données de santé, c'est les données de l'assurance maladie. Et bientôt, les accès précoces et les études post-inscription, je développerai un petit peu ce point-là. À chaque fois, je vous rassure, dans ces recherches, je ne serai pas théorique, je prendrai des exemples concrets d'études qu'on a fait, comme ça, en espérant pouvoir vous inspirer sur les maladies de la filière. Alors les composants de la BNDMR, brièvement, donc au départ, pour ceux qui ont la mémoire du tout début de la chose, bon, alors il y a eu Semara que je ne fais même plus apparaître, et donc ensuite il y a d'abord l'application Bamara. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une application web, une application sur Internet. Et cette application, comme ça a été évoqué dans le topo précédent, elle est donc interconnectée avec un certain nombre de dossiers patients informatisés. C'est le cas d'Orbis à la PHP, et d'ailleurs pas que à la PHP. Colemara, c'est le nom du logiciel aux Hospices civils de Lyon, Sillage à Lille, etc. Donc dans ces hôpitaux-là, il est possible de renseigner des données directement qui, tous les soirs ou une fois par semaine, remontent ensuite dans Bamara. Donc dans Bamara, il y a la vision d'ensemble. Ensuite, Bamara, qu'est-ce qu'on fait? Bamara peut d'ores et déjà, et c'est le cas dans certains registres, être utilisé pour abonder d'autres registres pour vous éviter une ressaisie. Alors par exemple, on le fait en France avec le registre Vaincre la mucoviscidose, où quand l'arc de Vaincre la mucoviscidose arrive sur un site, pour savoir quels sont les patients pertinents, il télécharge le fichier Excel du site et ça lui fait une base de travail à partir de laquelle il peut compléter le registre, puisque le registre Vaincre la mucoviscidose inclut des données supplémentaires par rapport à celles qui sont dans la BNDMR. Il y a la même possibilité sur les registres d'ERN. Alors par exemple, dans le registre de l'ERN Ithaca, qui s'appelle en l'occurrence Iliad, il y a un petit module d'importation d'un fichier Excel. Et là, c'est le fichier Excel Bamara qui peut être déposé. Et d'un seul coup, vous pouvez déposer 100, 150 patients. Ces données sont immédiatement répertoriées sur le registre de l'ERN. C'est important puisque je ne sais pas si la France a de l'avance en Europe sur tout un tas de choses, comme on aime tellement souvent à le dire, probablement sur beaucoup de choses, des points un peu anecdotiques, mais le set de données de la Banque nationale de données maladies rares a inspiré les Common Data Elements européens, donc le petit jeu de données central des registres des ERN. Par conséquent, par nature, les données sont interopérables. Enfin, je vous fais grâce des acronymes qui ne veulent plus dire grand-chose à mesure qu'ils sont beaucoup trop employés. En tout cas, ces données peuvent remonter dans le registre de l'ERN. En 2023, on proposera dans Bamara un bouton qui, selon que vous êtes dans le nord de la France ou dans le sud, vous permettra d'envoyer vos données directement vers Spice si vous êtes sur Sequoia ou Oragen iGen si vous êtes sur Oragen. Donc c'est le nom des deux outils d'e-prescription. Donc en gros, quand vous avez fini de renseigner les données dans Bamara d'un patient et que vous dites on va lancer une analyse pangénomique ou un exome sur ce patient, sur Spice ou sur iGen, en cliquant sur un bouton, vous serez rebalancé directement vers l'outil d'e-prescription et les données seront pré-remplies, de sorte que vous n'aurez pas à les re-renseigner. De la même manière, dans l'autre sens, le compte-rendu, donc ce ne sera pas du tout les données génomiques, ce ne sera pas la chaîne ATCG, mais le compte-rendu de génomique qui est en cours d'être homogénéisé entre Sequoia et Oragen. Donc il y a un certain nombre d'items qui ont été définis, c'est ce qu'on a appelé le set de données minimum génomique. Et bien ces données-là, de la même manière, par un simple clic de votre part, je précise qu'il n'y aura rien d'automatique, il ne se passera rien sans votre décision, mais par un simple clic de votre part, les données pourront remonter de Sequoia et Oragen dans Bamara. Voilà, donc ça, le sens Bamara vers Sequoia et Oragen d'ici à l'été prochain, ce sera en place, et dans l'autre sens, ce sera probablement plutôt la fin de l'année 2023. Mais tout ça, en tout cas, est pour 2023.
Donc les données, vous le savez, elles remontent dans la BNDMR, ça c'est déjà le cas. La BNDMR permet de faire un certain nombre d'études, donc c'est ce sur quoi je reviendrai plus tard. Ces données, elles peuvent également être chaînées avec celles de l'assurance maladie, le fameux SNDS, donc j'y reviendrai également. Un autre point sur lequel je ne reviendrai pas dans la suite du topo, mais qui est important à garder en tête, c'est que ces données, elles peuvent être utiles aussi dans le cadre des entrepôts de données de santé hospitaliers. Si vous êtes à la PHP et vous dites c'est bien gentil, mais moi mes patients sont pris en charge sur plusieurs hôpitaux de l'AP, j'aimerais faire une étude sur l'entrepôt de données de santé de la PHP, comment je fais moi pour les retrouver mes patients? Eh bien, les données de Bamara sont éligibles à intégrer l'entrepôt de données de santé de la PHP. Donc vous pouvez faire une étude et c'est possible. Réciproquement, si vous êtes dans l'Ouest et que vous êtes intéressé par faire une étude sur l'entrepôt EOP, ne pas oublier que tous les patients d'EOP, bien leur fiche maladie rare de Bamara, ou si elle a été saisie dans des DPI, est légitime à intégrer EOP, et par conséquent, vous pouvez aussi vous en servir pareil pour repérer vos patients et au moins ne pas avoir à ressaisir le diagnostic et les différents items du set de données même maladie rare. Et le dernier point, j'y reviendrai, c'est les données de vie réelle, donc j'y reviendrai juste après dans le topo. Donc ça, c'est grosso modo les termes que j'utiliserai ensuite, Bamara, DPI, etc. Je vous rassure, je vous rappellerai à chaque fois ce que ça veut dire exactement parce que j'ai bien conscience que c'est pas forcément toujours clair. Alors, le pilotage par les données. D'abord, donc un mot non scientifique, mais à quoi ça peut servir entre guillemets dans le quotidien. Vous savez peut-être que sur le site de la BNDMR, c'est vrai aussi sur le site du ministère de la Santé, on publie maintenant le nombre de cas par diagnostic. C'est très à la hache, c'est vraiment, on regarde combien on a de diagnostics et on met ce chiffre-là, par patient. Donc c'est pas scientifique. Par contre, certains médecins nous ont déjà dit qu'un laboratoire les avait approchés pour faire une étude sur tel médicament, en disant oui, on est bien embêté, on aimerait bien savoir combien il y a de patients trouvables facilement en France. Et en regardant le chiffre dans ce fichier-là, le laboratoire en question était favorablement impressionné en se disant c'est bien, sur cette pathologie, je sais que via la BNDMR, donc via ce que vous avez rentré dedans, il y a 247 patients que je peux trouver facilement et donc que je peux facilement ensuite aller recontacter via les centres, toujours évidemment. On n'a pas de contact patient et on ne donne pas de contact patient ni de liste de nominative évidemment, mais par contre, on peut dire il y a 14 patients à Cochin, il y en a 27 au CHU de Lille, etc. Donc voilà, donc ça peut servir à ça, ce rapport nombre de cas dans la BNDMR. C'est utilisé aussi par certaines associations de patients qui nous reviennent et du coup disent tiens, c'est intéressant, sur telle pathologie, il y a 42 patients dans la BNDMR. Nous, on a essayé de les recenser, on pensait qu'il y en avait un peu plus ou un peu moins. Voilà. Également le rapport filière, alors qui vous a été transmis, et je crois que les personnes dans votre filière qui sont les plus impliquées là-dedans ont déjà eu l'occasion de l'analyser, donc je passe brièvement là-dessus. Ce qu'on appelle le rapport filière, c'est un rapport qui fait une 50aine de pages, pardon du caractère anecdotique, mais c'est pour dire qu'il y a déjà pas mal de données. Donc nous on appelle ça le rapport filière parce qu'on le produit 23 fois pour les 23 filières différentes, de manière automatique évidemment. Donc c'est à la fois un document PDF donc assez gros, il y a aussi un fichier Excel qui vous permet d'avoir des données plus granulaires. Et quelque part, c'est une exposition des données de la BNDMR. Enfin, on expose en tout cas ces données pour qu'au niveau de la filière, vous puissiez plus facilement les analyser. Ces données, elles sont transmises à la filière exclusivement et ensuite la filière les partage avec qui de droit dans la filière. La table des matières, c'est d'abord des données de pilotage, des données sur la cohorte. Voilà, combien il y a de patients dans la cohorte, combien d'enfants, combien d'adultes, combien de patients avec un gène renseigné selon la terminologie HGNC, etc., etc. Ça vous permet absolument pas de faire une étude scientifique, ça vous permet par contre de répondre à la question est-ce que telle étude est faisable, ou en tout cas de vous dire tiens, on pourrait peut-être faire ceci ou cela. Réciproquement, il y a des items spécifiques à l'impasse et à l'errance diagnostique et des items spécifiques à la qualité des données. Donc ici, par exemple, vous pouvez voir les patients de la filière. Il y a évidemment une baisse en 2022 puisque la saisie étant partiellement rétrospective, on n'a pas forcément toutes les données sur cette année-là, mais on peut voir que dans la file active, du moins dans les données qui sont déclarées dans la BNDMR, on a par mois de l'ordre de 5000 patients vus, dont une partie qui représente à peu près 20% qui correspond à des nouveaux patients, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas été vus l'année passée. Je précise que, c'est pas tous les mois, ça ferait vraiment beaucoup de patients, c'est sur année glissante. En tout cas, dans le document PDF, c'est l'intérêt du PDF par rapport à l'Excel, vous avez bien sûr tous les éléments méthodologiques qui vous permettent de savoir exactement de quoi on parle. Pardon si du coup là, comme je veux vous montrer beaucoup de choses, je suis peut-être un peu trop rapide sur certains éléments. Ça, c'est simplement, ça répond un petit peu à la question qu'on posait tout à l'heure. Finalement, qui utilise les DPI versus Bamara? Bon, c'est pas scientifique, mais pour votre gouverne, sachez que aujourd'hui, il y a une moitié, voire un peu plus,
de données qui sont renseignées directement dans les dossiers patients informatisés par rapport à Bamara, et on voit que c'est une part qui a plutôt tendance à augmenter. Donc il y a de plus en plus le logiciel utilisé dans l'hôpital qui fonctionne bien. Quand je dis qu'il fonctionne bien, il est clair que si je suis sur Orbis je parle de la PHP, je pourrais parler d'un autre hôpital, mais si je suis sur Orbis en train d'écrire mon compte rendu médical et que je clique sur fiche maladie rare, il faut parfois que j'aille prendre un café avant que ça s'affiche. Donc il y a des choses qui sont bien sûr qui nécessitent une amélioration. Il y a d'autres fois où ça marche plus rapidement. Donc voilà, en tout cas, vous savez que les différentes DSI des différents hôpitaux continuent d'essayer d'améliorer les choses là-dessus, et ces chiffres semblent montrer qu'en tout cas, ça a l'air de s'améliorer du côté des DPI. Il y a des exemples également sur les activités où vous voyez pour vos différents centres, la première ligne est dupliquée puisque le nom du centre, c'est fait comme ça, mais en tout cas vous voyez la file active par centre pour les enfants, pour les adultes. Donc voilà, encore une fois, tout ceci pour vous dire que ces données sont mises à votre disposition, et si vous intéresse, c'est la filière qui en dispose. Il y a des éléments également sur les classes d'âge et des éléments sur l'âge au diagnostic, par exemple. Ici vous avez l'âge au diagnostic. Et on voit donc le pourcentage des patients concernés par un âge au diagnostic, par exemple, entre 40 et 60 ans, représente 11,4% de votre cohorte. Voilà. Il y a un certain nombre de statistiques comme ça qui peuvent ensuite, pour une pathologie spécifique qui vous intéresse, évidemment, pour une pathologie spécifique, vous n'aurez rien dans le rapport filière. Par contre, c'est le genre de choses pour vous dire qu'on peut les faire facilement. Voilà, j'en ai terminé sur cet aspect vraiment pilotage. Oui, pilotage, j'insiste là-dessus parce que on nous dit fréquemment, on nous interpelle sur le directeur de mon hôpital me demande combien de patients viennent ou combien de patients sont dans tel cas particulier, puisque j'ai par exemple une infirmière de coordination qui est dédiée pour ces patients-là, et on n'arrête pas de me bassiner à me dire ça coûte trop cher ou je sais pas quoi, et j'aimerais expliquer à quoi que c'est très utile. Voilà, donc ces données de pilotage peuvent peut-être, au moins partiellement, combler ce besoin. C'est en tout cas c'est en tout cas clairement l'objectif. Alors maintenant, les recherches, vraiment sur le plan scientifique, et par scientifique, je parle de la partie vraiment épidémiologie, santé publique, puisque bien sûr, avec le set de données minimum maladie rare, on ne peut pas faire des grandes découvertes sur une pathologie donnée, mais on peut par contre faire de l'épidémiologie, de la santé publique. Alors d'abord, comment on fait ? Il y a une page internet qui s'appelle procédure de demande, enfin qui est facile même juste via le site bndmr.fr, et vous voyez qu'on a 3 formulaires, d'ailleurs dont un qu'on a même traduit en anglais. Production d'indicateurs, c'est justement quand vous voulez avoir la même chose que ce qu'il y a dans le rapport filière, mais dédié à une maladie ou dédié à un centre particulier. Voilà, bon, ça, c'est ce qu'on avait appelé des indicateurs, un peu du pilotage. Il y a la partie recherche et il y a la partie test de correspondance. Test de correspondance, c'est j'ai un registre, j'aimerais bien savoir, tiens, si déjà mes patients du registre, je les retrouve bien dans la BNDMR, et qui sait, j'en trouverai peut-être même d'autres dans la BNDMR. Peut être intéressant pour compléter le registre ou peaufiner les données de la BNDMR s'il s'avère que ces patients en fait n'ont pas les diagnostics renseignés. Donc voilà, donc il y a 3 formulaires qui permettent de faire chacune de ces 3 modalités de manière relativement simple. Sur cette petite roue, la chose à retenir, c'est qu'il y a une adresse email qui est assez facile d'accès, c'est analyse.bndmr@aphp.fr. Il y a des vrais gens derrière, c'est pas une black box, voilà, ça répond. Et donc c'est à cette adresse que vous pouvez adresser votre formulaire. Et bien sûr, s'il y a besoin d'un coup de main pour expliquer pourquoi il y a besoin de remplir telle ou telle partie, ou voilà, il y a une itération. Évidemment, une fois que cette analyse, que le dossier complet est fait, c'est bien sûr le comité scientifique de la BNDMR qui va statuer de toute façon pour toute étude. Le comité ne statue que sur preuve que l'animateur de la filière a été informé de la demande. En d'autres termes, il n'y a pas d'étude réalisée sur les données saisies par votre filière qui serait faite sans une information de l'animateur de la filière. Et ensuite, le comité scientifique rend son avis. Et si selon son avis, ensuite l'étude peut être faite. Alors, assez d'aspects de gouvernance. Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple ? On peut faire, il y a eu une étude qui a été faite dans un CRMR de votre filière récemment. Là, vous voyez la publication. Donc, typiquement, là, on a des indicateurs, vous voyez, des graphiques qui sont finalement assez similaires à ceux que je présentais tout à l'heure sur la partie rapport filière, mais déclinés sur des pathologies bien spécifiques qui vous intéressent. Et donc, on a un exemple concret là, cette publication, elle a été faite dans Orphanet Journal. Et elle peut être déclinée aux nombreuses pathologies de votre filière s'il y a un intérêt.
Un deuxième exemple, c'est que dans certains cas, on fait des études. Alors là, c'est vraiment le CRMR, je dirais, tout seul qui a lancé l'étude. Dans d'autres cas, on peut aussi faire des partenariats avec des industriels et ou des associations. Un exemple là qu'on vient de finir, puisqu'on vient de soumettre une lettre pour le journal européen de la dermato. On a fait cette étude en lien avec Christine Bodmer et son centre. Donc Christine Bodmer qui est dermatologue à Necker et en l'occurrence le laboratoire Amrit Pharmaceuticals et une association de patients qui est l'association DEBRA. Les montants que les laboratoires pharmaceutiques investissent dans ce type d'études peuvent être de 100, 200 000 euros, 50 000 euros, ça dépend de la complexité de l'étude. Il y a toujours une partie qui est reversée directement à la filière ou au centre. Et bien sûr, cette partie, soit vous en avez absolument besoin pour l'étude, soit vous pouvez la réutiliser pour autre chose. Et après, ça ne vous regarde pas, je dirais. Voilà. Je précise aussi que dans ces partenariats avec les industriels, une question qu'on nous pose souvent, c'est d'accord, mais quels sont les garde-fous? Donc, on peut tout à fait, et c'est ce qu'on fait couramment, dans le contrat qu'on fait avec l'industriel, on écrit que le comité scientifique de l'étude est indépendant du laboratoire. Il est composé exclusivement de personnes de la filière, etc., etc. Donc, en d'autres termes, le laboratoire est intéressé, puisque c'est intéressant pour lui, ces indicateurs d'épidémiologie. Tant mieux, ça peut vous intéresser aussi. Et donc, quand il y a cette rencontre d'intérêt, l'étude peut se faire et accessoirement, les moyens du laboratoire sont toujours bienvenus. Autre exemple, les tests de correspondance. Je précise que ces chiffres c'est en cours, donc c'est pas tout à fait consolidé, mais je voulais quand même vous le montrer. C'est assez intéressant qu'on fait sur le registre pompe. Donc sur le registre pompe, on a trouvé, dans le registre, il y avait 280. Donc ça, c'est le troisième petit formulaire. Vous avez compris que je redescends les trucs. Je vous ai montré une recherche. Maintenant, je vous montre, la production d'indicateurs, je vous l'ai dit, c'est le rapport filière. Maintenant, je vous montre le test de correspondance. Donc, le test de correspondance, typiquement dans le registre pompe du professeur Fautrel, il y a 283 patients. Sur ces 283 patients, on en a retrouvé 228, donc une part quand même assez importante dans la BNDMR. Toutefois, 55 n'avaient pas été inclus dans la BNDMR et réciproquement, dans la BNDMR, on a trouvé un nombre de patients vraiment important qui n'étaient pas inclus dans le registre. Parmi ces patients, ce qui était plus surprenant, c'est qu'une part importante avait un diagnostic de maladie de pompe confirmé. Donc, on se dit c'est quand même curieux parce que la BNDMR n'y ont accès que les centres experts, qui sont quand même moins susceptibles de se tromper sur ces maladies. Et ils ont dit, oui, c'est 134 patients, il n'y a pas de problème, ils ont la maladie. Alors, on est en cours d'analyse. Pourquoi? Parce que en fait, souvent, ce genre d'études, une fois qu'on a commencé cette étape initiale de juste chaîner les deux, ensuite on s'aperçoit qu'il faut creuser pour bien comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, il peut y avoir des écarts sur les règles d'inclusion. Et on s'aperçoit en grattant qu'en fait, le code Orphanet de BNDMR, il est un peu plus large que le critère d'inclusion du registre. Et donc, c'est en grattant qu'à la fin, on explique et on dit, évidemment, rassurez-vous, il n'y a pas vraiment 200 patients à côté desquels vous êtes passé. Mais on en trouve vraiment des patients qui sont d'intérêt pour le registre et ils ne sont pas dans le registre. Donc ça permet vraiment d'enrichir les registres, de se poser des bonnes questions pour la BNDMR. Donc c'est des choses qu'on aime bien faire parce que c'est enrichissant, je dirais, des deux côtés. Donc là, j'ai parlé de la BNDMR toute seule. Ensuite, on peut faire des études chaînées entre la BNDMR et l'assurance maladie. L'assurance maladie, pour mémoire, c'est très basique, mais on est tous passionnés à divers degrés par ces sujets-là. Donc, je rappelle pour qu'on ait tous vraiment le même niveau d'information. L'intérêt, c'est que dans les données de l'assurance maladie, c'est le petit schéma qui est là. Pardon de ce schéma un peu bizarroïde, c'est un peu comme ça qu'on dessine des bases de données en général, mais en gros, retenez que la partie rose, là, c'est les données de l'assurance maladie. Dedans, ce qui est intéressant, c'est qu'à part si le patient est à la mutuelle sociale agricole ou dans d'autres cas, mais s'il est bien assuré social, auprès de l'assurance maladie, on va avoir sa reconnaissance d'ALD, on va avoir toutes ses prises en charge hospitalières avec un code SIM10, on va voir ses consommations de soins de ville, on va savoir s'il va vraiment à la pharmacie chercher vraiment tel médicament, mais on n'en saura pas plus. Bien souvent, c'est compliqué de retrouver des patients avec une maladie rare sur la base de ces éléments-là. Un exemple, là récemment, dans une maladie, un laboratoire a fait une étude et il a trouvé 20 000 patients. Il a vraiment poussé en avant ces chiffres et les médecins nous disaient nous, on sait qu'il n'y a que 5 000 patients en France qui ont cette maladie. C'est la myasthénia gravis pour ne pas le cacher. Et donc, du coup, le problème quand on essaie de travailler que avec les données de l'assurance maladie, c'est que c'est compliqué, il n'y a pas toujours un médicament traceur, il n'y a pas toujours des situations traceuses, et donc retrouver ces petits, c'est pas forcément facile. Donc d'où l'intérêt de chaîner avec les données de la BNDMR, parce que les données de la BNDMR, là vous savez qui a quoi comme maladie, précisément,
Et donc, vous pouvez dire, bah voilà, avec la BNDMR, je sais quels sont les 412 patients qui ont ce diagnostic précis, ça tombe bien, parce que par contre, avec la BNDMR toute seule, je ne sais pas du tout ce qui leur est arrivé sur les 10 dernières années en ville, à l'hôpital, voilà. J'aimerais savoir parce qu'il y a un protocole national de dépistage et de soins, et je voudrais savoir s'il est vraiment en place. J'aimerais savoir parce que je sais que c'est des patients à qui je veux prescrire ça, et je voudrais savoir s'ils vont vraiment le chercher à la pharmacie, je ne le sais pas. Donc il y a toutes ces questions-là, j'aimerais la réponse. Bah, avec BNDMR, je sais qui sont mes patients d'intérêt, et avec les données de l'assurance maladie, je sais vraiment ce qu'ils vont faire, en tout cas en termes de pharmacie, consommation de soins, etc. Donc de l'intérêt de ces études. Alors, parmi les exemples d'études qu'on fait, on en fait une avec votre filière, c'est l'étude qu'on a appelée VARGEN, donc pour les variations du développement génital. C'est une étude qui nous est demandée par la loi de bioéthique. Donc, dans cette étude, l'objet, c'est de vérifier que les patients atteints, les petits-enfants atteints de variation de développement du variation du développement génital, pardonnez-moi, sont bien, quelle est la part de ces patients qui sont vus dans les centres experts, notamment parmi ceux qui vont être concernés par un geste chirurgical avant un certain âge. Et donc, question qui pour l'instant n'a pas de réponse claire, ou en tout cas pas de réponse consensuelle. Donc on va faire l'étude exactement dans les conditions que je viens de décrire. Donc avec BNDMR, on sait exactement quels sont les patients qui nous intéressent. Et puis avec l'assurance maladie, on connaît les actes de chirurgie. Et donc on va pouvoir voir en fait quand est-ce qu'ils ont été concernés par une opération de chirurgie avant d'être vus dans un centre expert ou pas. C'est grosso modo le protocole, pardon pour ceux qui puissent être impliqués dans ce protocole, que j'ai décrit de manière excessivement à la hache. Donc en tout cas, la soumission CNIL est en cours, hein, le dossier a été soumis à la CNIL. Au plus tard, il sera autorisé en mars, puisque ça a déjà été soumis, donc au plus tard mi-mars, c'est-à-dire à l'issue de 4 mois d'instruction, il sera autorisé. Ensuite, il y a un conventionnement avec la CNAM. Enfin, je vous fais grâce des étapes un peu techniques, mais en gros, l'étude devrait prendre fin en décembre de l'année prochaine. Donc, dans l'année prochaine, on fera un certain nombre de traitements de données sur ces pathologies-là. Rien n'interdit de faire exactement la même chose sur toute autre pathologie qui vous intéresserait dans la filière. Voilà, et dernier point, les accès précoces et les études post-inscription. Donc, de quoi s'agit-il? Dans Bamara aujourd'hui, avec ce que, évidemment, vous ne pouvez pas faire collecter des données dans le cadre des accès précoces. On sait, et la HAS redoute, que les accès précoces, il y en a de plus en plus, même les établissements de santé, peut-être que certains d'entre vous sont déjà concernés, ça occasionne un certain stress, comment toutes ces données vont être collectées, voilà. Donc la Haute Autorité de Santé nous a demandé de développer un set de données minimum traitement, donc un petit volet dédié dans Bamara, uniquement dédié aux accès précoces, et qui a comme particularité de vouloir collecter tout ce qui est strictement nécessaire, mais aussi strictement suffisant, rien de plus, pour les accès précoces, c'est-à-dire pour témoigner de la sécurité et de l'efficacité du médicament pendant 1 an. Voilà. Donc ça concerne, ces items, c'est notamment bien sûr le nom du médicament, le contexte de prescription, et puis voilà, et comment ça a été administré, est-ce qu'il y avait d'autres traitements, est-ce qu'il y avait d'autres comorbidités, quand est-ce que le patient a été vu, est-ce qu'il y a eu des événements indésirables, si l'administration a cessé, renseigner la date, renseigner pourquoi. Encore une fois, toujours dans une logique d'essayer de vous embêter le moins possible à saisir des données, mais sachant que il y a un accès précoce, il faut bien faire quand même le minimum. Voilà, ça ressemblera un petit peu à ça pour ceux qui ont l'habitude de l'interface Bamara, mais voilà, vous en fichez un peu, mais en gros, ce sera un petit onglet là, et puis vous verrez ces items défiler ici. Donc l'intérêt étant pour vous, plutôt que le laboratoire vous dise il va falloir renseigner des données, et en plus dans un nouvel outil, où voilà, c'est un outil que vous connaissez déjà, où vous n'avez pas besoin de ressaisir le set de données minimum maladie rare. Les données restent accessibles dans la BNDMR. Le laboratoire ne vous a pas imposé 12 données en plus qui ne vous intéressent pas trop et qu'il faut aller chercher en plus. Là, vous avez vraiment le minimum requis dans le cadre de ces accès précoces. Donc ça, on fera la première collecte de données là-dedans en juin prochain. Pour l'instant, on n'a pas encore identifié le laboratoire qui sera pilote là-dessus, pour la simple et bonne raison que tous les laboratoires qui, pour l'instant, ont sollicité la HAS, c'est pour des débuts avant juin 2023. Et donc, dès qu'on arrive à juin 2023, la HAS suggérera fortement, on va dire, au laboratoire d'utiliser cette solution, et on travaillera en mode pilote avec, et puis on verra à quel point on peut le déployer. Voilà, merci de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long, et je suis à disposition pour les questions.